Alors on va changer un peu de topo quand même. Et on passe sous l'anémie dans le cérébro lésé. Alors je n'ai pas de conflit d'intérêt pour ce topo, j'ai un conflit d'intérêt intellectuel parce que je suis l'investigateur principal d'une étude qui est en cours actuellement qui essaye de répondre en tout cas à la question sur la solitude exclusionnelle chez les patients cérébro lésés. Oui. Alors, la première question, pourquoi on s'intéresse à l'anémie? Donc, l'anémie fait partie de ce qu'en France vous appelez Axos. Il faut toujours penser à une marque de chaussures de sport, cette agression cérébrale secondaire, parce que l'anémie, c'est pas bon pour le cerveau. Et alors, les voisins allemands, qui font des journées de trucs assez sympas, ils ont démontré cela chez les volontaires sains. Ils les ont traités pour induire une anémie isovolémique, parce qu'on parle toujours d'anémie stable, hein, pas le saignement aigu, c'est une autre histoire. Et en fait, chez des personnes jeunes qui avaient un cerveau normal, ils les ont donc saignés en restituant de la solution NaCl pour arriver jusqu'à 5 grammes d'hémoglobine. Une bonne expérimentation. Ils ont donc à chaque fois leur demandé d'exécuter des tâches extrêmement simples à faire. Et ils voyaient que le plus ces patients avec un cerveau normal devenaient anémiques, le plus le pourcentage d'erreurs augmentait. Alors, les transfusions, elles mettons à nouveau à 7 grammes d'hémoglobine, qui est quand même assez bas, on parle des personnes jeunes avec un cerveau normal, et bien ces erreurs étaient à nouveau corrigées. Donc cette étude qui a le mérite d'être une étude de physiologie chez le volontaire sain, assez bien, je ne suis pas certain que tous les comités éthiques l'auraient accepté, il vous montre qu'un cerveau normal, quand il y a un certain degré d'anémie qui s'installe, eh bien, il va réagir pour maintenir un apport d'oxygène constant. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il y a pas assez d'hémoglobine, il y a un processus de vasodilatation qui va garder à la fin la DO2 constante. C'est le débit qui va augmenter, vu que le contenu artériel d'oxygène, lui, il a diminué. Et ceci, c'est grâce à cette capacité des vaisseaux du cerveau de pouvoir s'adapter, vous le savez bien, c'est que moi j'appelle la réserve cérébrovasculaire, jusqu'à un moment où, malgré tout, même un cerveau normal, il n'arrive plus à se vasodilater davantage, c'est le débit maximal. Et à partir de ce moment-là, c'est l'hémoglobine, peut-être 5, 6 grammes d'hémoglobine, qu'on ne va peut-être pas utiliser, nous, en pratique clinique. Un cerveau normal, il va avoir une diminution du transport d'oxygène proportionnelle à l'hémoglobine. Peut-être c'est pour ça qu'un cerveau normal, à 4 grammes d'hémoglobine, il va quand même être pas si lucide que ça. Qu'est-ce qui se passe chez les cerveaux lésés? Là, on a beaucoup plus d'informations parce que ce n'est pas seulement la clinique, mais on peut investiguer davantage le cerveau à l'intérieur. Eh bien, on a plusieurs papiers. C'est un papier de mon ami Morotto, notre trauma crânien. Vous avez d'autres types de lésions cérébrales aiguës dans lesquelles on associe un niveau d'hémoglobine à un certain degré d'hypoxie tissulaire, mesuré dans ces cas spécifiques avec un cathéter invasif qui mesure la pression d'oxygène de l'interstition. C'est une association, ce n'est pas une cause-effet, mais dans plusieurs études, on voit cette diminution progressive de l'oxygénation cérébrale chez les patients stables, proportionnelle au degré de hémoglobine. Et si on a la chance, peut-être la possibilité de mesurer le métabolisme cellulaire, ces mêmes patients qui deviennent anémiques, encore une fois, dans ces études, l'anémie est définie pour moins de 9 grammes par décilitre d'hémoglobine, on voit que concomitamment à la diminution d'oxygène dans le tissu, il y a aussi des anomalies métaboliques avec un lactate pyruvate qui s'élève, qui est interprété dans ces études comme un shift vers un métabolisme de type anaérobiose. Donc on voit comme certains degrés d'anémie s'associent avec une hypoxie tissulaire qui altère le métabolisme des cellules, et tout ça nous fait penser que c'est pas bon. Si tout ça n'est pas bon, évidemment, on a beaucoup d'études dans la littérature, il faut savoir qu'ils ne sont pas tous avec les mêmes conclusions, qui associent un certain degré de baisse de l'hémoglobine plasmatique dans une analyse de database avec l'outcome défavorable. Ça, c'est un papier pour le trauma crânien, parce qu'on parle beaucoup de trauma aujourd'hui, vous avez le même papier aussi pour l'hémorragie thoraco-médienne, comme vous avez des papiers qui ne montrent pas d'association. Et ils l'ont fait avec une analyse très simple. C'est un niveau d'hémoglobine en frère à 9, donc c'est vraiment du simple plus simple. Et il y a des gens qui ont fait ça de façon plus sophistiquée, ils ont pris tout le niveau d'hémoglobine, ils ont calculé l'aide sous la courbe, donc le degré d'exposition d'un malade à un certain niveau d'anémie, et ils ont vu que le plus il y avait une exposition d'une patient à un niveau d'hémoglobine inférieur à 9, le plus il y avait un risque d'outcome neurologique défavorable, encore une fois, chez les traumatisés crâniens. Vous voyez, c'est une cohorte de 116 malades, c'était fait par les gens de Canada, des gens qui ont quand même une bonne expérience dans le domaine. Donc ça suggère quand même qu'il y a un signal derrière le fait que l'anémie, effectivement, comme on dit, un axos dans ce contexte. Et donc, si je reprends ma slide de tout à l'heure, un cerveau lésé,
a une diminution de sa réserve cérébrovasculaire qui fait que le niveau d'hémoglobine auquel la vasodilatation maximale est atteinte, il est beaucoup plus élevé, il va tomber entre 8, 7, 8, 10 grammes par décilitre d'hémoglobine, avec beaucoup de variabilités, évidemment, qui sont dues à des phénomènes qu'on ne peut pas mesurer, la microcirculation, la viscosité, l'état d'éveil du malade, et pourquoi pas, une certaine variabilité d'un patient à l'autre, et dans le même malade, une certaine variabilité d'un moment à l'autre de sa pathologie. On peut imaginer que l'anémie de la phase hyperaiguë n'a peut-être pas les mêmes effets sur le cerveau que 2-3 semaines après la lésion cérébrale. Alors pourquoi j'ai dit tout ça, c'est intéressant? Parce qu'évidemment, vu que l'anémie, on est très inquiet, on mesure ça tous les jours au lit du patient, ben, on va peut-être essayer de la corriger. Et la meilleure façon de la corriger, en tout cas en aigu, c'est de donner aux patients des transfusions de concentrés des globules rouges. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails des effets collatéraux potentiels liés à une transfusion. Il existe, ils sont bien détaillés dans la population non critique. Il y a un excellent papier dans le New England qui discutait de ça, ils sont rares, effectivement. Est-ce que l'anémie, est-ce que le fait de transfuser un patient corrige tout ce qu'on a vu? Est-ce que le fait de corriger les remontées d'hémoglobine du malade fait que du coup, mon hypoxie tissulaire, mon métabolisme cérébral, il va être modifié? Alors on a ce papier qui est accepté sous Critical Care Medicine, que je cite pas parce que c'est le mien, parce que c'est une étude sous 3 unités de soins intensifs, c'est Bruxelles, Innsbruck et Lausanne, et on a la plus grande cohorte avec la question de est-ce que quand je transfuse un patient, je modifie de façon significative son oxygénation cérébrale? C'est pour ça qu'on transfuse, c'est pour augmenter le transport d'oxygène. Donc on a un peu plus que 100 transfusions sanguines. Vous voyez ici que quand on voit l'avant et l'après, la PBE2 elle augmente après transfusion. Ça, c'est ce qui sont montés les autres, quand on prend tout le monde. Alors, ce qui est intéressant, que vous voyez que 2 tiers des malades ont une augmentation de la PBE2. Quand je dis augmentation, ça peut être aussi 1 mm de mercure par rapport au baseline. Ce qui est, si on passe de 21 à 22, je ne suis pas certain que c'est si relevant au niveau clinique. Vous avez quand même 20% des malades pour lesquels la PBE2 diminue. On comprend bien que peut-être, dans certains patients, si l'anomalie d'apport d'oxygène n'est pas si importante que ça, vous avez des troubles de la viscosité, on peut avoir théoriquement un effet délétère. Et on avait que 40% des malades pour lesquels il y avait une augmentation significative de l'oxygénation cérébrale, définie pour plus que 20%, et la seule variable qui permet de prédire l'augmentation de la PBE2 après transfusion était la présence d'une hypoxie tissulaire. Donc c'est seulement si vous avez une hypoxie tissulaire que vous avez une réponse significative de la transfusion. Si vous n'en avez pas, c'est certainement pas le niveau d'hémoglobine de base qui vous permet de prédire la réponse du cerveau en termes d'oxygénation après transfusion. Si vous regardez beaucoup d'études d'association, évidemment on peut imaginer que les anémiques qui sont aussi les plus graves, donc du coup ils sont aussi transfusés, on voit la même association statistique, le fait qu'on soit exposé à une transfusion de sang après par exemple ici un trauma crânien isolé, dans la plupart des études s'associe à un accord défavorable à long terme. Vous voyez que c'est encore une fois toutes les limites de l'analyse des registres, parce qu'on peut faire toutes les analyses statistiques que vous voulez, mais ça reste une association et pas une causalité. Mais comme l'anémie s'associe à un accord défavorable, la transfusion aussi potentiellement dans ces études. Il y a quelques gros groupes aux États-Unis qui ont une expérience de décennies de prise en charge du trauma, dans les vrais traumas sanitaires de type 1, avec des neuroréens gérés par des neurochirurgiens, vous savez. Ils ont montré que le changement simplement d'une politique de transfusion libérale, 10 grammes décilitres d'hémoglobine à une stratégie restrictive, diminuer en tout cas les coûts et la durée de séjour en réa. Encore une fois, tous les facteurs confondants qui ne sont pas mesurés, mais donc ils montraient que le fait d'avoir transfusé pendant des années à 10 grammes par décilitre d'hémoglobine, c'est souvent les chirurgiens ont envie de transfuser un peu plus que les non-chirurgiens, ben, ça a changé quand même la durée et les coûts. Et il y a beaucoup d'autres papiers, pas forcément dans le trauma, qui associent chez les cérébrolésés l'exposition à une transfusion de sang avec une série de complications thrombotiques, infectieuses et d'effets délétères à long terme, par exemple l'hémorragie thoraco-médiane. Donc on est, comme d'habitude, dans l'histoire du paradoxe. L'anémie c'est pas bon, ou on pense que c'est pas bon en certains malades, mais le fait de transfuser de façon libérale et incontrôlée, d'être aussi pas si bon que ça, hein. La transfusion, comme le liquide, c'est une forme de médicament, et il y aura toujours des effets potentiels, des effets délétères potentiels. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Les gens disent qu'il faut une étude randomisée pour répondre enfin à la question à quel niveau il faut transfuser. Nos amis canadiens, il y a quelques années, avaient révisé la littérature, ils se sont dit on n'a pas la réponse parce qu'il n'y a pas d'études randomisées. On a trouvé des études qui ciblent le cérébrolésé, c'est des études post-hoc, c'est une analyse rétrospective avec 2 stratégies pas très bien définies. On ne sait même pas si la compliance
à la stratégie de transfusion a été respectée. Et donc, du coup, on ne peut pas vous recommander si stratégie restrictive est meilleure que la libérale, en quelle population, en quel sous-groupe. Et à la fin, ils ont été premiers, les Américains, à faire une étude. C'est le groupe de Claudia Robertson en Texas. Tout le monde connaît Claudia, c'est une experte vraiment dans le domaine du neurotrauma dans le monde. Où ils ont dit, OK, on va faire une étude aux États-Unis qui va, dans notre gros centre de neurotrauma, randomiser à 2 stratégies de transfusion, 7 grammes par décilitre d'hémoglobine pour commencer à transfuser, versus 10 grammes. Alors, le problème, c'est que dans cette étude, tout malade traumatisé qui est entré à l'hôpital, il était d'emblée randomisé, donc avant qu'il devienne anémique. Et quand vous voyez la compliance à l'étude, en fait, il y avait la plupart des transfusions qui étaient données en dehors du seuil transfusionnel, parce que les gens étaient inquiets, ils avaient peut-être une habitude différente, ils transfusaient régulièrement ces malades, même s'ils n'étaient pas anémiques. Et quand on voit qu'est-ce qu'il est en réalité la stratégie 7 versus 10, en termes de niveau d'hémoglobine dans les 2 groupes, vous voyez que c'est 10, 11,5, 10, 11,5, 10, 11,5, 10, 11,5. En fait, on n'a pas comparé 7 à 10, ce qui est très proche de ce qui serait notre attitude, entre 7, 8, 9 grammes d'hémoglobine, je ne sais pas très bien ce qu'il faut faire. Ils ont comparé une stratégie libérale à une stratégie très libérale. Et donc moi je ne suis pas surpris que dans la stratégie très libérale, on n'a plus de faits secondaires, plus de transfusion, plus de RDS, on a les complications d'une transfusion qui n'a peut-être pas de gros changements en termes de transport d'oxygène, il y a surtout l'accumulation d'effets secondaires. Et donc cette étude, en fait, il dit une stratégie libérale a un risque de complications plus élevé, mais n'oubliez pas, ce n'est pas 7 grammes versus 10 grammes, mais c'est une stratégie libérale versus une ultra-libérale. Et donc ce n'est pas étonnant non plus que dans les analyses post-hoc qu'ils ont présentées, qui est le niveau d'oxygénation au niveau du cerveau et la progression de la lésion traumatique hémorragique, il y a un effet délétère dans le groupe dit libéral, justement parce que vraiment l'exposition à cette inappropriée, cette transfusion, augmente les complications chez ces patients. On a une deuxième étude randomisée qui vient du Brésil, qui est une étude de faisabilité, intéressant parce qu'ils se sont dit, si le malade il devient anémique, je le randomise à 2 stratégies, 7 grammes et 9 grammes, très proches de la pratique dans beaucoup de pays, et je veux voir surtout si 7 et 9 permettent de suffisamment bien séparer les groupes. Parce qu'il faut être certain, évidemment, quand je fais une stratégie, les hémoglobines sont vraiment différents. Et ils ont vu effectivement que sous 44 malades, c'était possible de séparer de façon assez raisonnable les 2 groupes, libérales et restrictives, et que dans l'analyse de ce groupe, ils avaient, avec toutes les limites d'une étude vraiment de phase 2, un avantage pour le groupe dit libéral qui était transfusé à 9 grammes par décilitre d'hémoglobine. Évidemment, pas assez pour en faire des conclusions. Si ça vous intéresse, c'est aussi une étude de l'hémorragie supracrânienne, qui n'est pas le topo du jour, qui montre encore une fois l'attitude américaine 10 grammes versus 11 grammes et demi. Donc tout ça vous dit en gros qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'études randomisées basées sur le niveau d'hémoglobine qui nous permet d'avoir une attitude cohérente sous est-ce qu'on peut utiliser 7 grammes par décilitre comme la population critique un peu tout venant, ou chez un célèbre lésé surtout grave, on est très inquiet de l'hypoxie tissulaire, on doit utiliser des niveaux plus élevés. Alors il y a 2 études que je connais qui sont en cours. La première étude de Train dont je vous ai parlé, dont je suis l'investigateur principal, qui a comme but de randomiser des patients cérébro-lésés et anémiques, définis par un niveau d'hémoglobine à 9 grammes par décilitre, à 2 stratégies, soit je transfuse quand l'hémoglobine est inférieure à 9, soit quand elle est égale ou inférieure à 7 grammes par décilitre. Pourquoi on a choisi ces niveaux-là? Parce que dans une survey très large, on avait 800 répondants, on avait vu que la plupart des gens transfusaient entre 7 et 9 grammes. C'est effectivement de la pratique courante. Alors vous voyez que ce n'est pas une étude qui vise que le traumatisé crânien, on peut inclure que du traumatisé, mais aussi l'hémorragie suracnéidienne et l'hémorragie cérébrale, parce qu'on pensait que dans cette population-là, la question des transfusions est aussi une question relevante. L'étude est en cours, il se terminera, je pense, fin de 2022. Et l'information qu'on a obtenue de la première analyse intérimaire, je pense c'est important à discuter, c'est que la plupart des patients éligibles ne sont jamais randomisés dans l'étude parce qu'ils ne deviennent jamais anémiques. Montrons bien que le concept d'anémie comme étant une agression fréquente après une lésion cérébrale aiguë, c'est peut-être pas si fréquent de ces composants, c'est peut-être autre chose à laquelle s'intéresser avant de penser à l'anémie. Il y a une deuxième étude qui est une étude canadienne qui s'appelle Emotion, qui est en fait une étude qui vise que le traumatisé crânien dans un niveau d'hémoglobine un peu différent, c'est 7 grammes versus 10 grammes. Pourquoi? Parce qu'au Canada, ils avaient fait une survey et la plupart des répondants pensaient que 7 et 10 c'était les 2 groupes qu'il fallait bien identifier, surtout parce que grâce
au fait qu'on a un seuil plus élevé pour entrer dans l'étude, ben on prend plus de patients et on peut mieux séparer les groupes avec une stratégie vraiment très restrictive versus une via libérale. C'est important, ça, c'est 700 malades et eux aussi, ils devraient terminer en fin 2022. On a déjà normalement pris un accord pour méta-analyser les deux études, voir si avec beaucoup de malades dans la même analyse, on a enfin des réponses au noir basées sur le niveau d'hémoglobine. Alors tout ça c'est très bien, mais je ne touche pas donné la réponse. Qu'est-ce que je fais pour transfuser ou pas un patient anémique après une lésion cérébrale aiguë? Alors vous suivez les guidelines, qui sont par exemple les guidelines du British Journal of Hematology, qui vous disent trauma crânien, 9 grammes d'hémoglobine, maladie crânienne, 8 à 10. Je vous viens de montrer que c'est basé vraiment sur rien. Donc c'est des belles guidelines, mais le substrat d'évidence qui est derrière ces guidelines, c'est vraiment très limité. L'autre possibilité, c'est de dire, ok, est-ce que je peux individualiser mon choix? En temps d'une étude randomisée, je dis, ok, je suis inquiet quand il y a une anémie et une hypoxie tissulaire. Dans cette étude de Marodo, ce n'était pas l'anémie en tant que telle qui était prédictrice d'outcome, défavorable, mais c'était l'anémie associée à une hypoxie tissulaire, ce qui a tout à fait sens. Est-ce que je peux, du coup, standardiser mon traitement basé là-dessus? Alors, il y a une étude espagnole qui est assez intéressante parce qu'il n'utilise pas la PBO2, il utilise le NIRS, qui lui, par contre, il est pour le coup fort accessible à tout le monde. Et ils sont dit quand un traumatique, quand une lésion cérébrale aiguë, c'est pas seulement du trauma, il a une hémoglobine entre 7 et 10 grammes par décilitre. Et en plus, il a donc cette lésion cérébrale aiguë, on va le randomiser une stratégie dans laquelle on transfuse basée sur l'hémoglobine, 8 grammes et demi à 10 grammes, c'est qui était la pratique en Espagne, versus s'il y a une hypoxie tissulaire, définie par une saturation moins que 60%, je vais transfuser. Donc du coup, c'est individualisé sous l'association anémie-hypoxie tissulaire. Alors on peut critiquer le NIRS, je suis d'accord avec vous, mais c'était au moins une façon de faire une stratégie basée sur le monitorage. Je vous ai montré quoi. Mais en tout cas, le signal qui sort de cette étude, c'est que, 1, vous transfusez moins quand vous avez individualisé le choix. Donc le fait qu'on choisit 8, 9, 10 grammes, dans la plupart des cas, on sous-estime les effets de l'anémie sur le cerveau. Et deuxième point, le pourcentage des patients avec un outcome défavorable, en tout cas, était nettement... Enfin, il n'y avait pas de différence significative, mais s'il y avait un signal, c'était en faveur du groupe qui était traité basé sur le NIRS. Il y a quelques données qui sont dans l'étude BOOST 2 qui a randomisé des traumatisés crâniens, une stratégie pression intracrânienne, pression plus PBO2. Malheureusement, on a quelques informations que pour le traitement par des transfusions très libérales, en cas d'hypoxie persistant, c'est très rare. Donc ça veut dire que l'attitude américaine de garder l'hémoglobine à plus que 10 grammes par décilitre, justement dans l'idée que je évite toute hypoxie tissulaire, n'est pas défendable parce qu'elle est très rarement nécessaire dans un protocole bien établi qui vise à contrôler la pression intracrânienne et la PBO2. Dans ma dernière slide, donc, le message que je peux vous transmettre est il y a deux façons d'approcher l'anémie chez le cérébrolésé. Soit vous choisissez un niveau d'hémoglobine en disant que le plus on va vers les 7 grammes, là on a peut-être plus les effets délétères de l'anémie que les effets délétères de la transfusion. Le plus vous transfusez de façon libérale vers les 9 grammes, là vous allez peut-être avoir moins d'effets d'augmenter le transport d'oxygène et plus d'effets potentiels de la transfusion. Et c'est toujours un risque-bénéfice entre les deux. Ou alors, vous essayez d'individualiser les choix. Vous avez un patient de vous qui est parfaitement éveillé ou cliniquement évaluable. Il ne se dégrade pas malgré qu'il devient anémique. Je n'aurai pas d'intérêt à le transfuser, vu qu'au niveau clinique, il reste comme il était avant. Un patient qui n'est pas évaluable parce qu'il est sédaté, il est d'emblée très grave, il est monitorisé chez vous, eh bien, utilisez aussi l'individualiser sous des triggers, soit systémiques, soit des triggers cérébraux. Si vous avez que le monitoring hémodynamique systémique, peut-être une saturation veineuse, un lactate peut être utilisé. En cas où tout ça c'est normal, vous ne transfusez pas. Si tout ça est pathologique, vous considérez aussi la transfusion parmi les moyens qui peuvent augmenter le transport d'oxygène. Si vous avez la possibilité d'avoir un monitoring cérébral, moi j'utilise la PBTO2, vous pouvez utiliser la saturation jugulaire si vous l'avez encore, ou les NIRS cérébraux avec toutes les limites de ce système. Si les valeurs sont pathologiques, vous transfusez, et s'ils ne sont pas pathologiques, vous ne transfusez pas. Ça vous permettra en tout cas d'épargner énormément sous les transfusions inutiles. Donc l'anémie est considérée comme une agression cérébrale secondaire d'origine systémique, mais les effets des transfusions sur l'hypoxie tissulaire sont loin d'être si clairs que ça, comme je vous ai montré. On n'a pas d'études randomisées qui nous donnent clairement la réponse de comment choisir le meilleur niveau d'hémoglobine comme étant le plus safe, le plus adéquat en termes d'outcome défavorable. Donc on saura peut-être avec les études en cours quelle est l'attitude à garder, en tout cas si vous regardez que l'hémoglobine.
Évidemment, dans le monde idéal, un choix thérapeutique devait être individualisé au problème du patient. Donc si on a la possibilité de choisir le système de monitoring qui guide le traitement et aussi les transfusions, c'est une façon en tout cas de transfuser moins et identifier le malade qui est plus à risque des effets délétères de l'anémie, en tout cas après lésion cérébrale aiguë. Merci. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Je répète tout maintenant. Non. Moi j'avais une remarque qui transparaît vraiment de cette très belle présentation. C'est que comme pour toute étude sur les seuils transfusionnels, notamment ceux qu'on a connus dans le sepsis, moi je ne suis pas neuroréanimateur, il faut distinguer les cibles du protocole et les hémoglobinémies réellement obtenues dans les deux groupes. C'est ce que tu montres en permanence dans toutes ces études-là. Et par contre, les gens retiennent les cibles. Les gens retiennent qu'il faut que mon malade ait 7 ou 9 ou 7, c'est pas mieux que 9, etc. Or, toutes ces études-là montrent que les hémoglobinémies réelles et obtenues n'ont aucun rapport avec les cibles, sont toujours plus élevées. Et on aboutit à des conclusions, et je pense qu'on aboutit aux mêmes idées reçues et qui restent dans les environnements de réanimation, qu'il faut avoir des patients à telle ou telle hémoglobinémie qui ne sont pas du tout les hémoglobinémies réelles, quel que soit le groupe, dans ces études-là. Ça, je pense que c'est vrai même pour, peut-être moins pour la glycémie, mais en tout cas pour la pression artérielle, on voit comme si 65, disons, 75 par exemple. Mais, moi, le message important, c'est que, en tout cas, l'hémoglobine, c'est la façon la plus simple de choisir si transfuser ou pas. C'est ce qu'on a dit du patient. Mais c'est clairement pas du tout ce qui est l'hémoglobine de la microcirculation, ça vous savez très bien. Aucun rapport entre l'hématocrit sanguin et l'hématocrit au niveau de la microcirculation, et ça ne reflète pas du tout l'effet sous l'hypoxie tissulaire. Malheureusement, encore une fois, c'est une question de... Si je vous dis transfuser tout le monde basé sur la PBT2, tout le monde va me dire, bah, moi je ne fais pas ça chez moi. Si on peut avoir un système individualisé, ça permet en tout cas de faire un choix. Et je pense que les études randomisées, c'est bien pour avoir certaines réponses sur une population, on disait aujourd'hui à dîner, population générale. Voilà, donc on voit s'il y a un signal pour l'intervention qui est pratiqué sur des milliers de malades. Après, le patient devant nous, c'est un patient individuel. Et il faut se poser la question, ce malade-là, il rentre dans les critères de l'étude, oui, non, pourquoi je le transfuse? Parce que moi j'entends souvent dire, je transfuse parce que l'hémoglobine à 7,9 et je transfuse en dessous de 8, et tu dis, mais pourquoi tu transfuses? Parce que tu veux augmenter le transport d'oxygène. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ton malade devant toi te semble avoir des conséquences de cette anémie? Et ça c'est vrai pour tout. Pour les liquides intervenus qui sont donnés parce que le malade il a 60 de moyenne, ou parce que on m'a dit que le delta PP était autant. On voit ça régulièrement dans beaucoup en réanimation. On a tellement d'outils de monitoring que le monitoring passe parfois avant le patient. Il y a un autre point aussi, c'est que ce qu'on mesure, nous, c'est un taux d'hémoglobine, ce qui n'a rien à voir avec la masse érythrocytaire. Et donc en plus, le lien entre le taux d'hémoglobine et le transport en oxygène est faible finalement dans les études observationnelles, physio. Ça, c'est une première chose. Et moi, je n'ai pas le temps de le faire, mais j'aime bien présenter souvent des études sur la microcirculation sous Blangois. Daniel a été le premier à le faire, il a été confirmé, qui montre qu'il y a des patients qui sont anémiques, par exemple post-sepsis ou trauma, et qui ont une microcirculation normale, malgré tout, qui sont parfaitement équilibrés, vous les transfusez, vous altérez la microcirculation. Donc il y a des effets potentiellement délétères de transfuser du sang qui n'est pas déformable, qui a un peu d'inflammation, donc ça on le sait bien depuis des années. Ce n'est pas une intervention qui n'a pas d'effet secondaire. Donc je pense que comme d'habitude, on doit se poser les questions du risque-bénéfice. Et en tout cas, dans le cérébro lésé, moi je parlais des collègues américains qui me disent 9-10 grammes d'hémoglobine parce que sinon le cerveau il souffre. Et après, quand on gratte sur quoi tout ça s'est basé,